En 2024, on s'était fixé un objectif de 35% de croissance. On a fait 42% de croissance sur 2024. Tu disais 12 milliards en 2023, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Énorme. exactement. En 2023, sachant que un de nos gros projets strat sur lequel on a enfin le droit de communiquer a été la billetterie en ligne des JO, dont on était le seul PSP. C'est vrai. Et les paiements in-stadia, donc dans les stades pour les JO et les paras qui ont eu lieu l'été dernier. Parce qu'on a réussi à mettre en place un système d'automatisation sur tous les petits leads entrants. C'est pas du tout péjoratif, ça fait 10% de notre newbies, c'est hyper important. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Vive la Vente vous est proposé par Up2, spécialiste de la vente et des commerciaux. 2 fois par mois, je reçois un ou une experte de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si vous nous écoutez grâce à Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous laisser une note et un commentaire. Je remercie d'ailleurs ceux qui le font. Vous pouvez aussi nous suggérer des invités là-bas ou sur LinkedIn. Mais passons au plus important, passons à notre épisode du jour. Dans ce 16e épisode de notre 7e saison, j'ai le plaisir de recevoir Camille Sampou, Sales Director chez PayPlug. PayPlug, c'est la solution de paiement omnicanal du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire de France depuis la fusion des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne, vous l'aurez compris à l'acronyme, en tout cas j'espère. PayPlug, c'est donc une fintech française soutenue par des géants qui accompagne plus de 20 000 commerçants avec 12 milliards d'euros traités en 2023 et des clients comme Eram, VP, Paraboot ou Mauboussin. Depuis septembre 2022, Camille pilote une équipe d'une 20aine de personnes sur les marchés mid-market et enterprise. On va revenir sur les définitions, vous inquiétez pas, dans cet épisode. Une organisation structurée, donc, segmentée et profondément spécialisée, dont nous allons tirer toutes les bonnes pratiques aujourd'hui. Voici les questions principales que j'ai préparées pour Camille afin de recevoir ses meilleurs conseils. D'abord, on va se demander comment construire une machine commerciale segmentée et scalable sur le mid-market et l'enterprise. Ensuite, on va aussi se demander comment spécialiser les sales pour améliorer l'exécution commerciale et la performance collective. On en a déjà parlé sur ce podcast de ce sorte de Fordisme un petit peu de la machine de vente. Et enfin, comment utiliser, intégrer, mettre à l'usage des outils comme MedicGPT pour vendre mieux dans des environnements qui sont souvent de plus en plus compétitifs. Un bien beau programme, mais avant tout, je suis ravi de t'accueillir, Camille. Comment vas-tu et comment va PayPlug ? Salut, merci de m'accueillir. Moi, je vais super bien. PayPlug va également très bien et enregistre une belle croissance sur le premier trimestre de l'année. Donc, on lance le deuxième trimestre avec beaucoup d'entrain et d'engouement. Et moi, je vais super bien. Nos auditeurs le savent, tu peux absolument pas me dire que vous faites une belle croissance sans me dire quelle est cette belle croissance, sans la caractériser. Est-ce que j'ai le droit de te demander ? Absolument. Alors, je vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais je peux évidemment donner des ordres de grandeur puisque de toute façon, on a prévu d'en parler, il me semble, un petit peu plus tard dans l'interview. Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que PayPlug, du coup, c'est une fintech qui appartient au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, comme tu l'as très bien dit en intro, depuis 2017. Et j'ai oublié de dire Natixis, mais... Ouais, alors c'est Natixis et dans BPCE, et en fait... devient BPCE Payment Services. C'est exactement ça que je voulais. Voilà, c'est exactement ça que tu voulais dire, absolument. Mais on est là pour se compléter. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un actionnaire qui nous demande évidemment des comptes. Alors, on a une autonomie totale au sens opérationnel et c'est un énorme avantage aujourd'hui compétitif d'être soutenu par une des banques majeures en France et plus largement en Europe. Et donc, en 2024, on s'était fixé un objectif de 35% de croissance. On a fait 42% de croissance sur 2024, donc on a dépassé les objectifs. 7 points, 7 matchs. Exactement, très beau jeu de mots. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, on en attend encore plus sur cette année. On enregistre à peu près 30-35% de croissance là sur le premier trimestre. On a des objectifs plus élevés, mais pour l'instant, sur le début d'année, ça suit la tendance. J'imagine que tu peux pas me dire quel est l'objectif pour... Je peux. Alors, l'objectif total en pourcentage, je peux évidemment te le donner. Ouais. Moi, je dis pas... Vous avez fait 42% de... Ouais, on a à peu près 60% de croissance visée cette année. Magnifique. Ça semble énorme. Il faut aussi comprendre que c'est corrélé à l'évolution de notre produit. Il y a quelques années de ça, on a vraiment fait un pivot d'un produit purement e-commerce vers un produit dit omnicanal. Alors c'est un mot un peu fourre-tout, donc je vais quand même me permettre de préciser ce que ça veut dire pour PayPlug omnicanal. Un marchand omnicanal, c'est quelqu'un qui vend des biens et ou des services sur différents canaux de vente. Donc que ce soit un site e-commerce, des points de vente physiques, des pop-up stores, de la vente en mobilité à l'occasion d'un salon par exemple. Bref, différentes possibilités et points d'encaissement pour ses clients finaux. J'imagine que tu as un exemple là, voire plusieurs. Ouais, j'ai plein d'exemples. Je parlais de Eram tout à l'heure. Absolument, donc le groupe Eram, c'est typiquement un client dit omnicanal.
Iram, c'est très traditionnel dans le sens retail du terme, ça vend des chaussures. On peut aussi parler de Ducasse, Pierre Hermé. On a une grosse sous-verticale food hors grande distribution qui marche très bien. Des clients qui historiquement étaient peut-être pas tout de suite en ligne d'ailleurs. Exactement, des clients qui sont plutôt, c'est vraiment moi ce que j'appelle les brick and mortar, qui se transforment en click and mortar. Donc vraiment des gens qui historiquement développent leur réseau au travers de réseaux de magasins qui font pignon sur rue et qui pour survivre, et c'est pas péjoratif, mais qui pour survivre ont besoin de développer une activité digitale. Ça, c'est valable pour des retailers très traditionnels comme des Finsbury, des Café Coton, qu'on accompagne également. Et puis, à côté de ça, on a aussi des DNVB, donc des marques digitalement natives. Je pense à Flotte, qui est un client avec lequel on communique beaucoup, qui a une alternative à Kawe ou Reigns, made in France, avec des produits assez design, qui lui s'est complètement lancé en ligne et au fil des années a enregistré quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui maintenant, fort de cette croissance en ligne, développe un réseau de magasins. Nous, notre boulot, c'est vraiment d'identifier ces deux typologies de clients et de les accompagner sur tout leur réseau. C'est bien parce que comme ça, on a tout de suite sorti un peu la proposition de valeur, quelque peu, on va dire, en début d'épisode. Ça donne la cible. Voilà, ça donne un petit peu une idée dès le début de notre épisode. Et on va bien sûr y revenir dans quelques questions. Mais il y en a une aussi qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que tu es tombé dans la vente. C'est une question régulière de notre émission. Et tu m'avais dit, quand on préparait donc cet épisode, nos auditeurs le savent, je les prépare bien pour que vous, comme ça, vous puissiez nous donner vos meilleures réponses possibles. Tu m'as dit que lorsque tu finissais tes études, tu voyais tes amis plutôt intéressés par le marketing digital dans la mode ou dans le luxe, alors que toi, pas du tout. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas su ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai commencé la vente en vendant du vin. Donc, on est vraiment à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. À l'opposé d'un point de vue secteur, mais pas vraiment d'un point de vue métier. Vraiment, j'ai un parcours académique très traditionnel avec une école de commerce dans le sud-ouest de la France. Qu'on peut citer d'ailleurs, on s'appelle Kedge. C'est pas du tout un nom confidentiel. Non, j'ai pas besoin de dire, je sais pas, Neoma, l'ESSEC derrière, c'est pas un problème. Kedge Business School. C'est un choix que j'ai fait par conseil de mes profs de lycée. Je pense aussi parce que je suivais un peu les gens qui faisaient ça, que j'avais pas de difficultés scolaires, que ça se passait plutôt bien pour moi et que c'était une voie qui était assez... Mais t'étais déjà un peu solaire, genre dans l'interaction et tout, Absolument. Jeune. Mes parents m'ont tout de suite éduqué le fait qu'il fallait bosser l'été, etc. Moi, je viens de la région bordelaise, qui est une région qui est connue pour quelque chose d'assez particulier, qui est le vin. Voilà, absolument. Donc, j'ai commencé par faire les vendanges vertes l'été, et assez rapidement, j'ai pas mal interagi avec les responsables qui bossent dans les châteaux. Et en fait, l'été d'après, je me suis retrouvée à faire les visites guidées dans les châteaux en français, en anglais. Et donc, une visite, ça se termine par quoi ? Par une dégustation au caveau et donc la possibilité de vendre. Upsell, cross-sell. Exactement. Et donc, c'est vraiment... je sais pas, j'avais 15-16 ans, quoi. C'est vraiment jeune que je me suis retrouvée confrontée à ça. Et ça, c'est vrai que j'aimais beaucoup. Et donc, de manière assez naturelle, tous mes stages, j'ai fait un bachelor puis un master à Kedge. Tous mes stages, je les ai faits dans le monde du vin et principalement dans la vente. Parce que c'était là où ça recrutait. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de l'autre. J'ai pas peur de me prendre... un refus, donc je pense que ça m'a simplifié les choses en début de carrière. T'as jamais eu peur de ça, en fait? Non, pas que je me souvienne. Enfin, peut-être, mais pas que je me souvienne. Et donc, c'est vrai que l'école de commerce, c'était un monde qui était particulier pour moi, parce qu'on a des cours qui sont très structurés et traditionnels, de finance, de marketing, de compta, voilà, très tradis. Mais en fait, il n'y a pas un cours de vente. Il n'y a pas un cours où on va t'expliquer comment est-ce que tu vends un produit ou une techno, tu vois. Je me suis dit ça hier aussi, je me suis dit, souvent chez Uptoon, on a cet argument de se dire les écoles de commerce, clairement, n'apprennent pas la vente, parce qu'on a appris à faire des comptes internationaux ou de la négociation internationale. Absolument. À la limite, négociation internationale, peut être le module qui m'a aidé le plus, mais comptabilité internationale, pour le moment, je l'ai, à part peut-être EBITDA, genre vraiment, je l'ai pas mis à utilité. Et pour autant, ça n'aide pas non plus à lancer un commerce. Et tu dois en savoir quelque chose puisque, tu le disais brick and mortar tout à l'heure, tu connais maintenant des gens qui ont besoin de lancer des commerces, d'assurer des choses comme ça. Absolument. Mais donc moi, la vente, je l'ai appris au travers de mes stages et j'ai un côté assez carriériste, donc j'ai pas du tout de problème à parler à l'antenne. En fait, après tous ces stages, quand je suis rentrée dans le monde professionnel, je me suis aperçue que le secteur du vin, j'aimais beaucoup ça, mais qu'en revanche, c'est pas un secteur qui dégage énormément de marge et que j'avais une ambition de gagner un peu ma vie de manière convenable et j'avais envie d'avoir de la rémunération variable et des choses qui me drivaient en ce sens. C'était un peu trop passion, quoi, comme métier. Exactement. Et donc, je me suis dit, allons-y, c'est parti, regardons ce qu'il y a comme offre d'emploi.
Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du logiciel, alors avec différentes étapes sur lesquelles on peut évidemment revenir si ça t'intéresse. J'ai une question intermédiaire là-dessus, puisque on a ouvert 2025, là c'est ma question préparée, elle est là, elle arrive. On a ouvert 2025 avec un épisode sympa avec Planity, avec l'un des 2 directeurs commerciaux de Planity, celui qui est plutôt spécialisé sur la vente terrain, et ça fait le lien avec ta carrière, puisque l'une des expériences je pense tu étais sur le point d'évoquer, c'était chez Treatwell. Pour ceux qui connaissent pas Treatwell et Planity, il faut vous poser des questions cosmétiques, puisque ce sont les 2 géants des réservations de salons de coiffure, beauté, esthétisme, manucure, etc. Donc j'imagine que tu as fait beaucoup de ventes terrain, et je crois savoir que tu as fait beaucoup de ventes terrain. J'ai passé, effectivement, mon premier CDI c'était chez Treatwell, j'y ai passé une grosse année, je sais plus exactement, mais j'y ai passé une grosse année, et effectivement le propos de Treatwell, donc tu l'as très bien dit, c'est une solution qui permet à des professionnels du monde esthétique, donc institut de beauté, coiffure, spa, de se faire référencer sur une plateforme et de pouvoir obtenir des réservations en ce sens. Les utilisateurs finaux comme toi et moi vont réserver depuis un site internet ou une application. T'es déjà un peu dans la digitalisation du commerce traditionnel en lui-même. Non mais alors tu sais que ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque où j'étais chez Treatwell, ils se posaient la question en plus du planning de réservation de lancer leur propre caisse avec leur propre TPE, et que 10 ans plus tard je me retrouve à vendre du paiement. Donc tu vois, j'y étais déjà un petit peu. Et donc effectivement j'ai bossé là-bas, et donc c'est très simple. Ils l'ont pas fait d'ailleurs finalement. Non, ils l'ont pas fait, je crois pas. Tu divises une ville alors à Paris en arrondissement, sinon tu divises une ville par région. Chaque commercial a une partie de cette ville, et ton boulot c'est vraiment de rentrer le plus de professionnels. Tu prends des portes, quoi. Exactement, tu prends des portes. Il faut savoir un truc très spécifique dans ce monde-là. On parle beaucoup de cold call, de prospection, etc. Alors spoiler, les coiffeurs et les centres esthétiques, ils répondent pas, hein. C'est pas qu'ils répondent pas, c'est que c'est pas du tout une population qui a une propension à te donner un rendez-vous très cadré, mais parce qu'en fait c'est toujours le client final qui va primer. Entre une commerciale qui vient pour vendre et évangéliser un planning de réservation et un outil de réservation versus un client qui vient pour se faire une coupe, un brushing, n'importe quel soin, c'est toujours le client qui va primer. Donc là il faut être un petit peu malin. Donc le lundi pour les établissements, en général c'est un jour de fermeture. Mais c'est un jour où ils sont quand même en général sur place, donc c'est des bons moments de prospection, et c'est effectivement beaucoup de prospection terrain. Donc c'est beaucoup de walk-in, beaucoup de porte-à-porte, c'est vraiment ça la définition. Tu te quadrilles une rue, tu te fais une carte sur Google Maps ou tout autre outil, mais tu te fais une carte, et vraiment tu te dis il faut que j'aille dans tous ces salons aujourd'hui. Donc ça c'est valable pour on va dire le commerce indépendant. Ensuite sur les réseaux un petit peu plus structurants, je me souviens à l'époque j'avais des rendez-vous avec Beauty Success qui sont des très grosses chaînes. Là, c'est un peu différent. Tu prends rendez-vous avec l'enseigne, le franchiseur au global pour avoir une discussion globale. Mais sinon, vraiment, c'était du porte-à-porte. Et ça, moi, je trouve que ça forge le caractère commercial. Combien de pourcents de portes tu prenais quand tu faisais du porte-à-porte sur les clients plutôt typiques, on va dire? Mais je te dirais 70 à 80%, quoi. C'est beaucoup, quand même. Ouais, mais ce qui apporte aussi beaucoup de reconnaissance quand ça convertit et quand ça marche. Exactement. Et puis, en fait, tu repassais ensuite. Absolument. Et c'est du bouche à oreille. Une fois que t'as signé un premier commerçant dans une rue, l'objectif c'est qu'il en parle. En fait, t'as des associations de commerçants, de quartiers. Et rapidement, pour moi, Treatwell et Planity, c'est vraiment... c'est apparemment pas la même proposition de valeur exactement, mais pour pas trop rentrer dans le détail, il fallait avoir l'exclusivité aussi ou pas? Alors, à l'époque, il y avait... En fait, moi, à l'époque où j'y étais, Treatwell était beaucoup plus développé que Planity. Planity arrivait vraiment sur ce marché français. C'était un concurrent assez agressif, notamment sur la partie prix et commission, puisque tu te rémunères sur une commission sur et la acquisition client pour les gens. Exactement. C'était un acteur qui avait des pratiques commerciales assez différentes, et à l'époque il n'y avait pas de notion d'exclusivité. Je sais qu'aujourd'hui ça a vachement été développé. Moi il y a un peu plus de 10 ans. Maintenant c'est plus un oligopole qu'à l'époque où c'était vraiment la croissance Blue Ocean à fond. Tout à fait. Il y a un truc que tu as mentionné juste sur lequel je voulais revenir aussi. Comme ça nous cultive tous. Les coiffeurs, par exemple, sont dans leur salon de coiffure le lundi, alors même que c'est leur jour. Ils font de la compta, t'as le ménage, t'as comme le quand tu passes à 5 heures devant le resto et que t'as le patron en train de faire ses comptes à une table client. Ok, très clair. Et ensuite, avant de rejoindre Payplug, je reprends mon fil de questions. Ta dernière expérience, elle était chez MongoDB. Tu m'as dit en off que c'était probablement la meilleure expérience en termes d'enseignement commerciaux que t'as eu, que tu as eu jusqu'à présent. Pourquoi? Je rajouterais que tu bossais beaucoup. Ça bosse beaucoup là-bas, des horaires de dingo, mais très processé, j'imagine. Absolument. Alors j'ai eu différentes expériences, et effectivement celle juste avant Payplug, j'étais chez MongoDB, j'étais Enterprise Account Executive, et assez rapidement j'ai été reconvertie en SP lead sur le compte, le groupe Mulier, ce regroupement de retailers lillois. Donc j'étais vraiment sur un des 3 comptes stratégiques en France chez MongoDB aujourd'hui, donc des comptes à visibilité.
à forte visibilité. Et effectivement, MongoDB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise américaine qui doit compter 4500-5000 employés aujourd'hui dans le monde, qui est cotée au Nasdaq. Il y a une forme d'engagement qui est aussi un peu différente sur le management du revenu par rapport à une entreprise pré-IPO ou une entreprise qui est encore en phase de start-up, de scale-up. C'est des enjeux très différents. C'est une entreprise tech. MongoDB, c'est un fournisseur de bases de données. Donc, pour la faire de manière très très simple, ce qui va te permettre de développer un site internet ou une application pour un besoin final métier dans une organisation. Ça peut être le site internet de boulanger, ça peut être l'application de gestion des stocks de Saint-Maclou. Donc, c'est un outil à destination des développeurs finaux qui, historiquement, est un outil open source, donc non payant, hein. Et nous, notre objectif en tant que commercial, c'est un outil très connu dans le monde des développeurs. Nous, notre objectif en tant que commercial, c'est de convertir ça en format payant. Du coup, en installant cet outil on-prem, donc en local sur des serveurs qui appartiendraient aux clients, ou sur des versions cloud. La version qui s'appelle Atlas, qui est la version sur laquelle il y a la plus grosse croissance aujourd'hui. Comme ça, t'en as encore plus et ça va encore plus vite, j'imagine. Exactement, et c'est un mode de consommation élastique. Et tu payes à la consommation. Tu développes et tu mets en prod une application sur un cloud provider, quel qu'il soit, tu payes. Tu développes, tu mets pas en prod, tu payes pas. Et alors les enseignements commerciaux? Et les enseignements commerciaux, j'y viens. Désolée, j'aime bien mettre du contexte à chaque fois. Je trouve que c'est important, surtout quand on vient toucher à la tech. Et puis nos auditeurs le savent à partir de maintenant, mais toi tu le sais déjà en off. J'ai fait attention à pas mettre trop de questions préparées parce que je sais qu'on va beaucoup interagir dans cet épisode. Ok, trop bien. Non mais avant MongoDB, j'étais chez Toucan et mon boss, Baptiste Jourdan de l'époque, me disait « Camille, tu fais de la data visualisation. Dis-toi toujours que quand tu parles, tu devrais expliquer ce que tu fais à ta grand-mère. » Et donc, effectivement, j'essaye de... Alors, je suis consciente que ma grand-mère ne comprendrait probablement pas ce qu'on est en train de se dire. Mais bon, quand bien même. On lui enverra l'épisode. Voilà, ouais. Et donc, MongoDB, c'est une entreprise qui est hyper structurée et qui fonctionne avec des systèmes pour les commerciaux, mais toutes les professions globales, de bootcamp. Donc, quand t'arrives, t'as accès à une base de documentation de milliers de vidéos et de contenus. Tu dois passer des épreuves en ligne à chaque fois, donc des séries de questions, des enregistrements vidéo qui sont ensuite notés. Donc t'arrives, tu fais ton pré-bootcamp, ensuite tu fais ton bootcamp, et ensuite tu vas avoir des bootcamps tous les 3-4 mois avec vraiment un test de validation de ton niveau et qui te permet d'être commercial. Sur le papier, ça peut paraître très scolaire, très processé. Dans les faits, quand tu débarques comme moi dans une boîte comme ça, que t'as pas fait une école d'ingé et que t'as un profil très commercial finalement, ça nécessite de comprendre les fondamentaux de la tech. Donc par exemple, je me souviens très bien, le premier module de formation que j'ai fait, c'était What is a computer? Donc vraiment, on te décompose un ordinateur. Alors je me souvenais brièvement de ça, de mon option mesure physique et informatique en seconde, autant te dire que c'était un peu loin, mais vraiment on te décompose ça. Et on repart de zéro. Et on repart de zéro sur la partie tech, mais aussi sur la partie vente. MongoDB, aujourd'hui dans le monde et en France pour parler de notre territoire, puisque c'était dans cette antenne que j'étais, c'est une école de vente qui met en avant le MEDDIC, qui est une des méthodologies parmi tant d'autres. 2D2C 2D2C. Ok. Tout à fait, bien joué. Ouais, c'est même le MEDPIC, si tu veux. Exactement. J'avais besoin de savoir s'il y avait qu'un seul C, s'il y avait du P. Absolument. À savoir. Tout à fait. On en a déjà parlé dans un épisode précédent avec Cisco, donc c'est bon, je pense que normalement vous devez savoir. Mais il y a beaucoup de gens de Cisco, MongoDB, c'est des boîtes qui fonctionnent beaucoup. Absolument. C'est la tech, c'est le Nasdaq. Exactement. Et donc du coup, on t'apprend ça, mais on t'apprend ça dans sa granularité la plus fine. Et on t'apprend ça avec intelligence. Aujourd'hui, je croise beaucoup de managers sur le marché ou de sales qui me disent ouais, on utilise le MEDDIC, mais qui comprennent pas pourquoi on fait ça, tu vois. C'est une méthode comme une autre. Sur le papier, je pense que tu prends un inconnu dans la rue et tu lui dis qu'un commercial doit remplir différents critères et différents champs. En suivant ça, il te dit mais qu'est-ce que vous faites les gars, tu vois. En fait, faut se dire que c'est un langage commun de communication dans une organisation pour avoir vraiment une trame d'échange qui soit saine et que tout le monde fasse référence aux mêmes indicateurs, aux mêmes acronymes et au même langage. Et moi, je le vois vraiment comme ça et c'est ce que MongoDB m'a appris. Et ce que ça veut dire, c'est que chacune de tes interactions avec un client est soumise à la rédaction de ce process et à la complétion de ce MEDDIC. Ça veut dire que chacune de tes deal reviews est soumise à ça. Et c'est vraiment un boulot colossal. Mais en termes d'apprentissage, je pense que c'est aujourd'hui une des meilleures écoles de vente qui existent sur le marché en France. Parce que ça agrège toutes les interactions commerciales qu'on peut avoir. Il n'y a plus de lui je le sens bien ou lui je suis pas sûr, parce que maintenant en fait il y a des critères très précis pour pouvoir qualifier un peu tout le monde. Exactement. Tout le propos de ça, c'est d'arriver sur le forecast, donc vraiment la prévision de vente qui soit la plus réaliste possible. Et de se dire que si on se commit, si on s'engage
sur l'atterrissage de ce dossier commercial, de cette opportunité, ça va forcément bien se passer et ça va forcément se faire, sauf catastrophe naturelle, parce qu'on a rempli tel et tel critère. C'est vraiment le propos de ça. Et donc pourquoi ça marche bien sur les entreprises qui sont cotées? Forcément, tu as un management par le revenu qui est beaucoup plus poussé que dans des entreprises qui ne le seraient pas. Mais parce que vraiment, le but de ça, c'est de faire du forecast et d'avoir le forecast le plus précis possible. Et puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'employés, donc il y a encore plus une nécessité d'uniformiser un peu les méthodes et les approches de vente. Mais je suis content que je pensais que tu allais me parler plus de l'onboarding parce qu'il avait l'air impressionnant. Finalement, ça se relie bien au Médic, au Medpic, dont on va reparler juste après, parce qu'en plus vous utilisez un outil d'intelligence artificielle, je crois, en lien avec le Médic, et ça m'intéresse beaucoup parce que je n'en ai pas encore entendu parler sur cette émission. Mais on doit terminer cette première partie d'introduction. Je pense qu'on a fait une bonne introduction, mais on a une question régulière sur cette émission que je me dois de poser, et c'est une question qu'on aime bien, qui est la suivante. Est-ce que tu as une plus belle vente à nous raconter, une vente qui a été importante à tes yeux, peut-être même une porte qui t'a appris beaucoup? Bon, je vais être très égocentrique, mais je vais parler d'une... C'était chez Toucan Toco, donc qui est la boîte dans laquelle j'étais avant MongoDB, chez qui je suis rentrée en tant que sales, et j'ai évolué ensuite sur une équipe retail, une équipe automobile. Et j'ai vraiment dépilé tout le secteur automobile. Je pense que c'est là que j'ai compris tout le propos et toute la force de la verticalisation et de la spécialisation par la verticale. Je suis arrivée, j'ai récupéré Renault, le groupe Renault-Nissan, que j'ai réussi à faire scaler. Et ensuite, je me suis vachement intéressée à ce qu'étaient les captives. Est-ce que tu sais ce que c'est une captive? Non, mais tu me l'avais expliqué pendant notre call, je crois. Je suis pas sûr. Une captive, c'est l'organisation financière qui dépend d'un constructeur automobile. Ah non, j'ai jamais su. Par exemple, pour Renault, c'est RCI Bank. Okay. C'est vraiment ce qui va te permettre d'obtenir un plan de financement directement en concession. Chez historiquement PSA, c'est PSA Bank, et ainsi de suite. Ça existe absolument partout. Et en fait, j'ai réussi à rentrer par cette petite porte de souris en disant que j'étais rentrée sur le compte Renault. J'ai vendu un mini use case chez RCI Bank France, qui s'appelait la DIAC à l'époque. Et ensuite, j'ai réussi à faire RCI Maroc, RCI UK, PSA Bank. En fait, j'ai vendu une fois. Je crois que la RR, c'était pas énorme quand je suis rentrée, c'était genre 18K. Bon, déjà, c'est sur RCI Bank, c'est un ARR qui est passé ensuite dans les années qui ont suivi à 50K, etc. Donc, t'as eu une vraie dimension d'expansion. Et surtout, j'ai réussi à le répliquer, ce cas d'usage, avec cette référence-là, sur une multitude d'entreprises concurrentes, de manière hyper rapide, c'est-à-dire en quelques mois. Et en fait, là où je pense les autres commerciaux, même mon manager de l'époque, disaient ok, c'est un petit cas d'usage satellite au groupe Renault global, c'est devenu vraiment un des use cases les plus stratégiques de la boîte qui a été répliqué et dupliqué dans plein d'autres secteurs. Mais tu t'y attendais pas sur le coup? Ou t'avais quand même un peu ah là c'est cool, je suis en train de signer une référence? Alors je savais que c'était un deal qui était très cool parce que je pense que ça fait partie des meilleurs champions que j'ai eu dans ma vie. En fait je suis rentrée dans ce truc, j'étais à la fin de ma phase d'onboarding de chez Toucan, ça faisait quelques mois que j'étais dans la boîte, donc ça faisait partie de mes premiers deals. Donc j'avais vraiment une rigueur à toute épreuve. Et sur le coup, je m'en suis pas aperçue, mais j'ai construit des champions qui sont des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Ouais, parce qu'à ce moment-là, t'étais à fond. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à fond. T'avais aussi la fraîcheur aussi de commencer. Et je me doutais pas que ça allait faire autant de petits et que ça deviendrait, tu vois, un peu un cas d'usage by the book à l'intérieur de l'organisation. J'adore que tu dises autant de petits, c'est beaucoup mieux que de dire j'ai utilisé un use case pour convaincre plein d'autres gens, regardez, j'ai signé telle personne. Mais on a tous ce truc-là, en fait, d'avoir un peu une référence et ça nous permet de... C'est ouf. Je le sais avec le podcast, je te dirai après avec quels épisodes. Et après, les meilleurs deals, moi, je trouve, là où je vois le plus de satisfaction chez mes commerciaux, et en vrai, ça arrivé plein de fois. Ça arrivé 5-6 fois depuis que je suis chez Payplug, c'est les deals que tu perds, mais comme tu les as bien traités et que tu as été professionnel jusqu'au bout, même en sachant que tu l'avais lost, qui reviennent quelques mois plus tard. Parce qu'en fait, ils sont pas satisfaits de la solution qu'ils ont choisie. Et dans le monde du paiement, on a une particularité, c'est qu'il y a très peu d'engagement dans le temps. C'est pas comme dans le SaaS où t'es engagé sur 3 ans, 5 ans, etc. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Mais encore une fois, ça vient toucher à la relation humaine et à la notion de championnisation si on se réfère à une méthode. Il y a même un truc dans le monde du paiement, je voulais te poser cette question que vous appelez PSP Backup, donc un payment provider qui se met un peu au cas où. Donc j'imagine que c'est une forme de signer finalement aussi. Absolument. Mais on va en parler juste après parce qu'on ouvre le capot de ta machine de vente désormais et on passe dans la partie 2 de notre épisode. Donc on va maintenant revenir au présent, ou presque. Tu es sales directeur chez Payplug, on l'a dit depuis septembre 2022 désormais. Quelle est votre proposition de valeur? Là on rentre un petit peu plus dans le détail, tu nous as parlé de ciblage. Maintenant parlons de la définition elle-même de PSP, sans évidemment être trop technique, puisque sinon on perdra d'autres gens que peut-être juste ta grand-mère de cet épisode. Alors, un PSP déjà, qu'est-ce qu'un PSP? Payment Service Provider, une plateforme de services de paiement, si on se le fait en français. C'est un progiciel qui va permettre à un marchand de n'importe quelle taille d'encaisser des paiements sur un canal de vente, e-commerce ou en magasin. Aujourd'hui, dans le monde du paiement, il y a 2 typologies d'acteurs. Il y a les PSP
qui sont des entreprises technologiques qui se sont construites sur ces 10-15 dernières années. Payplug, Stripe, Adyen, pour ne citer qu'eux, qui sont des acteurs internationaux quand je réfère à Stripe et Adyen, et les acteurs bancaires. Donc vraiment, la banque de Monsieur Tout-le-Monde, BPCE évidemment, mais globalement toutes les banques, qui, dans leur palette d'offres et de services, sont capables de proposer des solutions de paiement. Où est-ce que Lemonway et Miracle qu'on a reçus sur le podcast s'insèrent ? C'est des PSP, ce sont des PSP qui sont spécialisés... Alors, Miracle n'est pas un PSP. Miracle, c'est une plateforme pour développer une marketplace qui, aujourd'hui, comme un Shopify te propose un Shopify Payment, est capable d'avoir une brique de paiement. Mais en fait, c'est la marque blanche d'un PSP qui est sur le marché. C'est ça. Vous allez être partenaire avec des gens comme ça, finalement. Exactement. Et Lemonway ? Et Lemonway, c'est aussi un PSP qui est spécialisé sur la marketplace. Donc, c'est un PSP qui est spécialisé sur l'encaissement pour compte de tiers. Donc, la capacité d'encaisser des fonds et de les rétrocéder à une multitude de vendeurs qui vendraient par un même canal. C'est une proposition de valeur très particulière. C'est des partenaires pour nous. Comme par exemple la Fnac qui a plein de boutiques différentes sur son site. Exactement. Et qui a besoin de rétrocéder. Marketplace de Leroy Merlin, Marketplace de la Fnac, Mano. Je voulais mettre un peu de concret, c'est très clair. Je te remets dedans. Et donc, t'as ces PSP et t'as les banques. Ok ? C'est des acteurs qui sont fondamentalement très différents. Les PSP, c'est des boîtes qui se sont montées sur de la tech, sur de la R&D, qui ont une proposition de valeur qui tourne autour du produit, qui est notre proposition aussi de valeur, chacun avec ses spécificités. Nous, on parle beaucoup de performance, donc l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le taux d'acceptation, globalement sur le nombre de paiements qui sont tentés sur un site d'internet, combien passe et comment on peut travailler pour augmenter ce taux d'acceptation. Et les banques, qui n'ont pas spécialement de proposition de valeur technologique, mais par contre qui ont une proposition de valeur liée au prix. Puisque du coup, cette notion de paiement intervient dans une palette de prix et de services. Justement, c'est pas des outils qui sont hyper scalables, mais c'est des outils qui sont à des prix défiant toute concurrence. Ouais, parce qu'ils ont une myriade de services derrière. Exactement. Okay. Exactement. Là où les PSP sont des gens spécialisés dans le paiement. Donc d'un côté, tu as des acteurs à bas coût, mais qui commencent un peu à être obsolètes technologiquement parlant, parce qu'aujourd'hui, le paiement, faut vraiment le voir comme le dernier kilomètre de la conversion dans un magasin ou sur un site internet. Et donc en fait, t'as une super vitrine, t'as un super merch, t'as des hôtes et des hôtesses de vente qui sont hyper bien formés, qui savent accompagner le client, et à la fin, t'as une expérience de paiement qui est dégradée, voire qui te permet de louper ta vente. C'est compliqué. Et c'est pareil sur un site internet. Il y a tellement de sites internet, le e-commerce, tu vois, tu bosses énormément sur le UX, tu peux pas te permettre d'avoir une page de paiement qui soit pas orienté utilisateur final à la fin. Qui fasse peur en fait. Moi je me souviens avoir été sur des sites où t'es sur la page de paiement. Ça c'est les modules bancaires. T'as l'impression que c'est une erreur 404. Ouais, t'as l'impression que tu vas te faire arnaquer en Absolument, fait. mais ça coûte un tiers du prix. Tu tapes le nom du site sur Trustpilot pour être sûr que t'es pas en train d'acheter une commode à 400 € qui n'arrivera jamais par exemple. Absolument, exactement. Ne faites pas ça. Absolument. Mais j'ai l'impression que dans ce que t'es en train de dire, il semblerait idéal qu'un PSP soit soutenu par des banques. Mais absolument. Mais c'est fou. Mais SKB Black ne serait pas le meilleur des deux mondes finalement. Mais quel hasard. Mais du coup ça m'amènera à une autre question et peut-être que tu vas pouvoir répondre à la fin. C'est du coup pourquoi est-ce que Stripe est si fort et quelle est la différence en fait de votre accompagnement derrière. Vous avez peut-être une différence de ciblage aussi. Alors, on a une différence de ciblage. Il y a plein de questions dans ce que tu dis, hyper intéressant. Pourquoi c'est intéressant de se faire acheter par une banque ? Parce que ça permet d'accéder à leur réseau d'émetteurs de cartes. Je m'explique. Une banque, elle a une palette de services et de produits qui est hyper forte. Mais une banque, toi et moi, on va avoir notre banquier, on peut récupérer une carte bancaire. Donc ça veut dire qu'une banque est émetteur de cartes. Elle est capable de t'émettre ce bout de plastique qui va te permettre de payer sur plein de canaux. Tangible. Exactement. Moi, je processe des paiements. Donc ça veut dire que j'utilise le réseau de ces différentes cartes bancaires pour faire passer des paiements. En m'associant à une banque, je deviens à la fois émetteur de cartes et processeur de paiement. Quel est l'avantage ? Je connais le porteur de la carte si jamais il provient du réseau auquel j'appartiens. Et donc je suis capable de travailler par exemple sur le fait de s'affranchir de la double authentification, cette superbe notification ou SMS que vous recevez sur votre smartphone et qui arrive une fois sur deux et du coup vous devez recommencer le paiement. Et ben nous, si on détecte que c'est une carte qui est, je caricature mais pas vraiment, qui est émise par notre actionnaire, on est capable de forcer le paiement sans friction et de travailler sur ce taux d'acceptation. Donc, un exemple parmi d'autres de ce qui fait la plus-value de votre proposition de valeur. C'est vraiment un espèce de super tuyau qui nous différencie de la concurrence. Ensuite, Stripe et Adyen que j'ai cité parce que ce sont des géants. Ce sont des acteurs globaux, non des acteurs locaux. Eux, ce sont des acteurs qui interviennent à une maille internationale et leur boulot, quand ils rentrent un client, c'est de le déployer sur l'intégralité des pays. Moi, mon boulot, c'est de rentrer sur des acteurs français ou des acteurs qui ont des enjeux français et de les accompagner éventuellement sur de l'internationalisation. Donc ça, effectivement, ça revêt des différences d'un point de vue ciblage. C'est ce que tu évoquais, on ne s'adresse pas exactement aux mêmes typologies d'entreprise. Stripe a une teinte très tech. Ils ont un produit qui fait qu'ils peuvent accompagner évidemment des retailers comme nous,
mais aussi des boîtes qui voudraient gérer l'abonnement SaaS de tous leurs clients directement sur leur application. Ils ont ce gros SDK qui permet de faire de l'applicatif. Ils ont une empreinte très, très tech, et Adyen a une empreinte très retail, mais très luxe aussi historiquement, qui est quand même très spécifique dans le monde du retail, et surtout cette approche globale, donc vraiment cette approche internationale. Là où on arrive par le local, et notre proposition de valeur, c'est aussi l'accompagnement de service. Quand tu es une boîte de 4000 ou de 9000 employés, pour parler de Stripe et de Adyen, tu as évidemment un produit qui est super robuste, un service après-vente au sens support qui est top, une documentation qui est parfaite. Mais d'autant plus de dizaines de milliers de clients Exactement. qui sont peut-être pas du même panier moyen que les vôtres et qui nécessitent peut-être pas forcément le même service que vous. Exactement, et qui sont moins accompagnés. Et c'est pas grave, c'est normal, tu vois. C'est leur business model. Exactement. Là où nous, notre boulot, c'est on a un client dit stratégique. En fait, il va avoir un CSM, des business reviews tous les mois, il est hyper accompagné. Et aujourd'hui, sur le modèle européen, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Enfin, moi, je pense que ça fait partie de nos éléments différenciants. C'est ce que j'appelle le serviciel. On a lancé des nouvelles offres servicielles sur ces 6 derniers mois parce que ça marche hyper bien. En fait, c'est ça qui nous permet de vendre. Notre boulot, c'est d'avoir un produit qui est ISO avec beaucoup d'humilité, un Stripe et un Adyen qui sont des géants internationaux et qui sont super forts, mais d'y apporter une couche servicielle que tu aurais potentiellement pu retrouver auprès de ta banque traditionnelle qui a un outil qui est pas top, mais par contre, tu connais ton banquier. Tu as ton banquier pro, et en fait c'est lui qui te suit depuis 15 ans, il te connaît par cœur, il sait quelle typologie de produits et de services te proposer. Donc c'est vraiment... Le meilleur des deux mondes. Ouais, voilà, je suis revenue sur... retomber sur le passé. Bien fait. T'as reparlé de ton introduction en conclusion, c'est nickel, et on a bien creusé votre proposition de valeur, votre business model. On va continuer à le faire, juste 2-3 questions. Ensuite, on va vraiment parler vente. Mais histoire de comprendre un peu mieux votre business model, tu m'avais dit une phrase qui m'avait intéressé autant qu'interpellé, c'est en fait vous êtes dans le business de millions de centimes. Ouais. Parce que la manière dont vous vous rémunérez, c'est des frais de transaction. Donc il faut vraiment se dire qu'on va prendre un pourcentage du volume que processe le marchand. Je le disais, 12 milliards en 2023, c'est ça ? Ouais, c'est ça, énorme. Exactement. En 2023, sachant que un de nos gros projets strat sur lequel on a enfin le droit de communiquer a été la billetterie en ligne des JO, dont on était le seul PSP. C'est vrai. Et les paiements Instadia, donc dans les stades pour les JO et les paras qui ont eu lieu l'été dernier. C'est un événement dit one-off, c'est-à-dire que ça arrive une fois et ensuite il faut le remplacer. Pas de JO cet été ? Je sais pas, on va en trouver. Enfin, voilà. Non, mais la notion de billetterie et d'événements sportifs est du coup une nouvelle verticale sur laquelle on peut capitaliser, évidemment. C'est un effet one-off, mais par contre, ça nécessite de vraiment scaler ta stack, d'avoir une robustesse de plateforme qui soit super forte, d'avoir des transactions, des nombres de transactions par seconde et millisecondes. Exactement. Ça devait aller très très vite aussi. Donc ça a été un événement super important. Tout ça pour revenir sur ta question qui était... Ma question qui était... Les business de centimes et les frais de transaction. Exactement. Donc on prend un pourcentage du volume qui passe sur ce site. Ce pourcentage, alors, en vrai, il est décomposé d'un frais fixe et d'un frais variable, mais je vais le rationaliser sous un pourcentage. Ce pourcentage, ensuite, il faut qu'on rémunère les parties prenantes qui travaillent dessus. Donc on va rémunérer les réseaux de cartes dont je te parlais tout à l'heure. CB, Visa, Mastercard, pour ne citer que. On va rémunérer potentiellement les partenaires qui ont été apporteurs d'affaires. On va rémunérer les CMS qu'on paye pour être référencés sur leur place de marché et avoir un module PayPlug qui soit référencé. C'est vraiment le fondement de ce business, c'est que c'est un business de centimes, effectivement. Mais donc, à la fin, la manière dont tu te rémunères ta marge, c'est du centime. C'est très différent de l'industrie SaaS-tech. J'ai bien fait de dire des millions de centimes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que là, on précise bien. Et c'est marrant parce que sur le podcast, on a reçu quand même Coca-Cola, Senna, qui a sponsorisé en termes d'assurance la Coupe du Monde de rugby en France, et Cisco, qui était partenaire officiel des JO 2024. Donc, en fait, on fait tous du sport, quoi. J'aurais adoré recevoir quelqu'un des JO 2024, mais là, ça commence à être un petit peu tard sur le podcast pour parler un peu de tous ces partenariats. Mais une dernière question, j'arrête de diverger. Si je te demande de m'expliquer rapidement, parce que tout à l'heure, on parlait de PSP Backup. Donc, il y a multi-PSP, PSP Backup, donc on l'a dit, hein, la définition, je vais te demander, est-ce que c'est une victoire d'être le PSP Backup ou est-ce J'aime beaucoup cette question. J'en avais aucune idée en fait, moi je me suis dit, parce que donc, vous l'avez compris, hein, grosso modo il y a les payment providers, des payment service providers, et on peut être payment service provider backup d'une entreprise, parce que j'ai eu la chance de pouvoir feuilleter un petit peu de votre documentation, merci d'ailleurs Camille, et j'ai vu que vous étiez les PSP backup de certains clients, mais pas le PSP principal. Ça veut dire que vous espérez que vos concurrents échouent et comme ça vous devenez la solution principale. Et ensuite, vous êtes la solution principale. Non, alors en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Pour parler de PSP de backup, il faut parler d'orchestration. Aujourd'hui, les clients qui commencent à avoir des tailles conséquentes,
Donc les clients qui commencent à faire quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ils peuvent pas travailler avec un seul partenaire de paiement. Déjà pour des raisons de maintenance de services de sécurité, de mitigation du risque, et aussi pour des raisons d'optimisation des coûts. Je m'explique. Travailler avec un PSP français sur la France ne va pas avoir le même coût que travailler avec un PSP français aux États-Unis. Donc en fait, ils font ce qu'on appelle de l'orchestration. L'orchestration, c'est un espèce de super routeur qui va dire ce paiement est localisé sur une carte émise par Banque Populaire Rive de Paris appartenant à Camille Sampou, localisé à Paris à 11h sur un site sur lequel elle a l'habitude d'acheter. Je passe la transaction chez Payplay. Okay. Ce paiement provient des Pays-Bas, je vais le passer sur Adyen. Ce paiement provient des États-Unis, je vais le passer sur Stripe. Comme ça, ils prennent la meilleure solution pour eux en fonction des conditions que vous avez déjà signées avec eux. Okay. Sur le papier, tout le monde dit c'est pour avoir le truc le plus performant, parce que tu peux router de plein de manières différentes. Tu peux router par localisation, tu peux router par typologie de carte, dire toutes les visages, les passe chez un tel. Ou, tu peux mettre tous ces critères en même temps aussi, grosso modo. Évidemment. Okay. Alors, vraiment pour avoir le smart routing le plus pondérer ce que tu préfères. T'as évidemment différentes étapes avant d'arriver à ça. Mais ça, c'était sur le papier. Exactement, ça c'est sur le papier. La réalité des choses, c'est que souvent l'orchestration, ça commence par une réflexion qui est... Le prix du pourcentage est trop élevé. Ça absolument. Et j'ai pas envie de me retrouver dans la sauce si un jour il y a une défaillance pour une raison X ou Y d'un PSP, donc il me faut un PSP de backup. On a tous vu des clouds OVH qui peuvent brûler à Strasbourg. Exactement. Donc en fait, je fais de l'orchestration pour me dire qu'aujourd'hui j'ai un PSP qui prend 90% de mes flux. Mon PSP de backup, il en prend 10%, comme ça je m'assure qu'il fonctionne. Enfin, c'est pas juste un truc en chambre. Okay. Et si demain j'ai besoin qu'il récupère 90% de mes flux, je suis capable de le faire. Pour répondre à ta question, oui, avec le PSP de backup, c'est une première victoire. Je parlais de use case où tu rentres par un trou de souris. Le pied dans la porte. Exactement, et ensuite tu arrives à scaler sur le compte. Être PSP de backup, c'est pas la situation idéale, bien sûr, j'ai envie de récupérer tous les flux de mon client. Mais en fait, c'est une porte d'entrée comme une autre, et surtout, c'est une porte d'entrée qui te permet de faire de l'A/B test. Parce qu'en général, quand t'es PSP de backup, t'as quelques pourcentages des flux, 5 à 10% à peu près. Donc en fait, tu peux tester des trucs sur des mini-segments. T'as des échantillons représentatifs, des typologies de transactions qui passent sur ce site, et c'est comme ça que tu gagnes des parts de marché. Ça te donne un beau POC pour dire regardez, vous voyez là, on connaît mieux vos clients que votre compétiteur. C'est un mot que je déteste le plus au monde. Mais bon. T'as vu, j'ai essayé de pas le dire. Ouais, je l'ai entendu. Je sais, l'acronyme. En fait, il est presque plus long que... Bref. Quand vous avez plus d'informations que vos compétiteurs, vous êtes capable de leur donner plus d'informations sur leurs clients et donc leurs futurs clients et de leur permettre de vendre plus. Donc là, en fait, ça vous permet d'avoir des exemples tangibles, réels de ce que vous êtes capable de faire pour eux. Et peut-être de gagner des comptes. Ça arrive donc de pouvoir gagner un peu plus de flux grâce au PSP backup. On doit communiquer sur les prochains mois. Mais il y a une entreprise qui est pas loin, là. Qui a des bureaux pas loin. Qui passe de plus en plus de flux avec nous. Ah bah je vois très bien, moi. Bah tu vois, c'est pas loin. Voilà. Et donc eux, on est rentré en PSP de backup et on est en train de prendre de plus en plus de place en fait. Parce qu'on récupère de plus en plus de volume, parce que c'est un acteur français qui a aussi envie de bosser avec un acteur français, qui avait choisi des acteurs globaux technologiquement hyper aboutis, mais qui aujourd'hui, en nous ayant testé sur une infime partie des flux, parce qu'on se parle de quelques pourcents des flux, se dit qu'ils vont passer de plus en plus de flux avec nous. Bon alors je ne dis rien, mais c'est une des plus grandes marketplaces françaises et se trouve juste à côté de nos bureaux. J'en dis pas plus. On parle, c'est la transition parfaite parce qu'on parle de clients et j'en ai cité donc quelques-uns en introduction. Est-ce que tu en as d'autres à citer et on peut parler un petit peu plus de retail? Vous avez fait plus 35% de progression sur ce secteur en 2024. Ça me semblait énorme. Je me suis dit que c'était plus que sur les autres secteurs, mais comme vous faites 42% de croissance et je ne le savais pas, ça veut dire qu'en fait, c'est à peu près comme tous les autres secteurs. Moi, je pensais que c'était un secteur de prédilection. C'était peut-être un secteur de prédilection il y a 3-4 ans. Tu veux parler du retail? Oui, absolument. Alors, le retail, ce qui est assez particulier, c'est que c'est un secteur qui va pas hyper bien. Mais qui a donc besoin de se digitaliser. Mais qui a besoin de se digitaliser, qui a besoin d'avoir des solutions performantes, qui a besoin d'offrir des moyens de paiement dits alternatifs. 2 succès de l'année dernière qui ont contribué au chiffre de croissance que tu avances, 4 murs et Besson Chaussures. C'est des retailers qui sont tous les deux indépendants, qui n'appartiennent pas à des groupes, qui ont des santé financières qui fluctuent au fil des inflations, de la réduction du pouvoir d'achat, qui ont besoin de se diversifier. Et du coup, qui refont leur site internet. Et nous, c'est dans ces configurations-là qu'on arrive, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent plus juste proposer du Visa Mastercard. Maintenant, en fait, il faut proposer du paiement fractionné, il faut proposer des moyens de paiement qui conviennent à une clientèle belge, qui est une clientèle cross-border qui est capable de capter. Et il faut avoir une stack qui permette de visualiser l'intégralité des transactions qui passent sur les sites internet et sur les réseaux de magasins en temps réel, d'avoir les bons exports comptables, de gagner du temps. Ces entreprises-là sont des entreprises qui, aujourd'hui, en investissant
dans un contexte compliqué, dans un contexte d'inflation, se différencient. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'assister à un talk du DG de Kiabi. Kiabi fait partie des entreprises qui sont soumises à cette nouvelle compétition, qui sont les acteurs chinois qui arrivent sur leur segment avec des prix défiant toute concurrence. Shine pour ne pas le citer. Ouais, Shine ou Temu, absolument. Ouais. Le DG de Kiabi expliquait très bien qu'ils avaient un plan sur plusieurs années, en fait, pas pour contrer ces acteurs, mais pour se différencier et pour innover dans un contexte de complexité. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui fait que t'as certains retailers qui s'en sortent, t'en as d'autres qui vont beaucoup moins bien et qui meurent. Enfin, tu vois, on parlera pas de l'exemple de Camailleux ou de toutes les fermetures de magasins dont on entend parler en ce moment. Oui, même les magasins d'aménagement et d'ameublement, je me souviens. Absolument. Ouais. Pour parler de Made, il y a quelques temps de ça. Et t'en as beaucoup des magasins encore comme ça, je sais pas, je pense à tous ces magasins auxquels on pense pas forcément, mais tu vois, les magasins Besson Chaussures dont tu parlais. Tu sais ce que je fais faire à mes commerciaux Tu sais ce que je fais faire à mes commerciaux comme ça Non, 1 ou 2 fois par an, on va en Dans ZAC. Un centre commercial On va en ZAC. En fait, là, toi et moi, je me permets de t'inclure Zone là-dedans. d'activité commerciale, Exactement. C'est bien ça. On habite à Paris, donc en fait, oui, nos clients, c'est évidemment des gens qui ouvrent des flagships sur les Champs-Élysées oui, sauf que Rue Vieille du Temple ça dans le s'appelle des Marais. flagships pour une raison, ça veut dire qu'ils sont peut-être à Cergy 2. Exactement. Est-ce que sur les Champs-Élysées et est-ce que Rue Vieille du Temple dans le Marais, tu vas trouver un Besson Chaussures, un 4 murs ou que sais-je? La réponse, pas du tout en fait. Enfin, tu vois, pas du tout. En revanche, à chaque lieu, tu peux un peu trouver, sinon les Westfield en J'allais dire, région c'est parisienne. le centre commercial le plus, tu vois. Exactement. Et ça, en fait, il y a beaucoup de consommation qui se passe dans ces lieux-là. Donc c'est du retail, donc ça veut dire que faire un pivot produit, pour nous, commercialement parlant, sur ce réseau-là, c'est hyper important. Et c'est des entreprises qui se regroupent, au-delà des immobiliers qui s'installent tous les uns à côté des autres. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais à côté d'un Grand Frais, il y a toujours un Marie Blachère. Et en fait, les gens, les retailers, quand ils ouvrent un magasin, ils regardent aussi qu'est-ce qu'il y a dans la zone de chalandise en fonction de la clientèle qui passe. Oui, c'est très bien pour un Zara d'être à côté d'un H&M parce que les gens, ils font leur shopping tout à fait. Et donc, en fait, vraiment, nous, notre cible, c'est évidemment des marques qu'on est ravis de citer aujourd'hui, comme DVP, qui sont des très grands remettants internationaux, digitaux. C'est super. Mais notre cible, et les gens avec qui on fonctionne aussi, c'est vraiment des brick and mortar de province, absolument pas péjoratif. Je viens d'un bled à 50 km de Bordeaux. Ma source de prospection numéro 1 est la ZAC de l'Esparmédoc. Je vous invite à regarder sur une carte. Sans quitter cet épisode, bien sûr. Bien sûr. Ouvrez un autre onglet si vous êtes sur votre ordinateur. Et donc, en fait, notre cible, elle est aussi là, tu vois. Et ça nécessite une ouverture d'esprit, une curiosité qui est assez importante et qu'il faut développer chez les commerciaux. Ce qui est dur. Tu vois, j'allais te dire, je sais pas, des trucs, du bruit dans la cuisine, j'essaie de me rappeler les moments. moments. T'es en train de faire mon pipe, là. Les moments où je peux passer à Beaugrenelle, tu vois, des moments comme ça. Par exemple, Jules. Exactement, du bruit dans la cuisine, Jules. Qui a subi en plus qui a bien pris la crise économique, mais qui arrive à rebondir, j'ai l'impression, tant mieux pour eux. Ma question, ça va plutôt être, mais ces boîtes-là, elles ont déjà un site internet, tu vois. Elles ont déjà un site internet, mais elles le refont. Parce qu'en général, le site internet est construit maison sur des technologies obsolètes, ils ont du mal à faire des évolutions. Du coup, c'est des gens qui passent sur une approche par CMS, des Shopify, des PrestaShop, pour ne citer que, il en existe plein. Nous, c'est dans ce contexte-là, en général, qu'on arrive. On travaille beaucoup avec les agences de développement web qui sont des... C'est ça que j'ai demandé. Absolument. C'est notre business, c'est comme ça, c'est notre canal d'acquisition historique. Ça vous fait un petit... tu vois, il y a combien de pourcentage qui vous est apporté par des agences? En fonction des mois, entre 40 et 60%. Ah ouais, c'est magnifique. Entre 40 et 60% de mon new biz repose sur le modèle des agences. Ouais, c'est sublime. Qui est positionné. C'est comme si des cabinets de consulting qui devaient aider à la performance commerciale qui proposaient UpTo à plein de nos clients. Ce serait incroyable ça, mais ce serait fou, non? Ce serait sublime. Ouais. Donc en fait, cette détection de transition technologique est hyper importante et nous permet de nous positionner. Et quand on se positionne sur un canal, on essaye de récupérer les autres canaux. Et donc le retail. Le temps passe et je ne te pose que des questions perso et absolument pas des questions de notre trame et qui sont importantes. On va revenir tout de suite à la vente. Vous avez closé 3294 deals en 2024. Oui, vraiment bien fouillé tous les papiers que tu m'as envoyés. Ça me semble énorme. C'est énorme. Rapidement, quels sont les enseignements que tu vas garder et continuer d'appliquer pour faire encore plus de deals l'année prochaine? Du coup, peut-être près de 4500? Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, avec le même c'est volume là, mais ouais. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces deals-là, t'en as 2000 qui sont du mass market, qui reposent sur une personne et demie. Okay. Parce qu'on a réussi à mettre en place un système d'automatisation sur tous les petits leads entrants. C'est pas du tout péjoratif, ça fait 10% de notre newbies, c'est hyper important. Ça, c'est complètement automatisé, industrialisé. Sur ces 3300 presque, t'en as, je crois, 1800 qui sont du mass market. C'est des gens avec qui on a passé en moyenne 9 minutes au téléphone, c'est complètement automatisé et industrialisé. Ok.
C'est vraiment du mass market, des tout petits commerçants qui font quelques milliers d'euros par mois, qui sont ton boulanger de quartier, ou Camille qui a envie de faire des bijoux et les vendre sur son site internet qu'elle a fait chez elle un week-end. Donc c'est vraiment ça. Le reste, c'est vraiment, je trouve, la représentation de tout ce qu'on a mis en place commercialement parlant sur ces 2 dernières années. Moi, quand je suis arrivée, mon enjeu, c'était de scaler Peuplug du mass market vers le mid-market et de réembarquer la strate d'Alenis sur la partie Enterprise, qui est une entreprise avec laquelle on a fusionné, et de créer une équipe qui vend un produit omnicanal sur toutes les tailles de marché, et sur toutes les tailles de marchands surtout. C'est quoi Enterprise et mid-market chez vous? C'est une bonne question. Comment vous le définissez? SMB Small and Medium, c'est 0,5 millions. 5,50 d'euros de chiffre d'affaires du marchand. Voilà, parce que d'euros de chiffre d'affaires du marchand généré grâce à vous. Oui, absolument. Parce que parfois, absolument, ça peut être généré chez lui, ça peut être, tu vois. Absolument. Donc, c'est le CA généré par le marchand grâce à vous, donc les flux qui transitent via vous, qui va déterminer sa segmentation. Exactement. Donc, 0 à 5 millions SMB, 5,50 mid-market, 50 990 compte strat, 1 milliard et plus enterprise. Okay. C'est ça la segmentation aujourd'hui. Très clair. Je croyais que vous passiez directement du mid-market à de l'enterprise. On a mis cette étape intermédiaire compte strat. Qui est énorme. Qui est énorme et qui en fait sont les retailers de taille intermédiaire aujourd'hui sur le marché français. En fait, sur ce segment, on a 380 tu vois, aujourd'hui en France, dans notre ICP sur le TAM qu'on a défini. Mais en fait, ça représente pas un énorme pourcentage de ce que vous signez ou si en nombre de clients, ça représente 25 clients, je crois. J'ai regardé les stats hier en préparant parce que... Il fallait bien préparer. Exactement. Tu t'attendais à des petits guet-apens de questions comme ça. Exactement. Ça représente 25 clients, mais par contre, ça représente 60% du volume. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça le paradoxe. L'avantage d'avoir isolé ce 5,50 mid-market, c'est que c'est des comptes qui sont signables plus rapidement. Là où, à partir du compte strat, t'es sur des cycles de vente d'au moins 6-8 mois. Là, t'es quand même sur du 3-4 mois et qui déploie rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on commence à gagner de l'argent quand le client il commence à encaisser chez nous. On commence à parler de chiffre d'affaires pour Peuplug à FT, à First Transact. Okay. Donc, l'avantage de ce segment intermédiaire mid-market 5,50, c'est qu'en fait, c'est des comptes qui signent plus vite et qui ont une vélocité de mise en production qui est aussi plus rapide, qui permet de backup les géants comme, évidemment, VP, t'as un plan de déploiement sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Un IRAM, t'as un plan de déploiement sur 2 ans, tu vois, parce que c'est un compte qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires au total. Évidemment. On va maintenant regarder comment cette organisation de votre clientèle se retranscrit dans votre organisation commerciale. Tu as combien de collaborateurs dans ton scope, combien de commerciaux, comment est-ce que vous êtes organisé? Et ensuite, on va parler des niveaux de hiérarchie, parce que vous avez des couches un peu différentes. Vous avez 4 niveaux de hiérarchie chez les sales, il me semble. Il y a un Chief Sales Officer au-dessus de toi, Sales Director avec toi. C'est moi. Et ensuite, en dessous de toi, il y a un Head of Sales. Et enfin, les équipes du dit Head of Sales, qui sont les comptes stratégiques, je crois, qui sont en dessous du Head of Sales. Alors que vous êtes combien au total? Chez Peuplug, on est... En sales. On est 20. Et au total? Et au total, on est 350 collaborateurs, dont 250 PNT, Product and Tech. Ok. Faut l'avoir en tête. Enfin, tu vois, on est une entreprise tech. Mais là, dans votre croissance de cette année, comme vous visez quand même une forte proportion, notamment de ventes, j'imagine que vous allez beaucoup recruter. On est en grosse phase de recrutement. On en reparlera. Pas du tout pour faire mon topo, mais... On en reparlera après l'épisode, c'est pas un problème. Du coup, l'organisation. Donc, quand je suis arrivée il y a 3 ans, bientôt, j'avais 12 personnes en direct. Ça n'est pas scalable d'avoir 12 collaborateurs en direct. Ouais, c'est ce que tu me disais aussi. Ça n'est pas possible, sinon tu passes ta semaine en one-one si tu as envie d'accorder un peu de temps de cerveau qualitatif à chacun. Et donc t'avances pas sur la structure, sur l'organisation, sur la vision, sur le ciblage, ce qui selon moi réfère quand même à un manager commercial, peu importe le titre. Et puis il y a un autre truc, c'est que moi je crois beaucoup dans la spécialisation. Je pense que les sales qui marchent sont des sales qui sont spécialisés. Spécialisé, tu peux le décliner de plein de manières, par taille de compte, par vertical, on en parlait un petit peu tout à l'heure, par produit. Notre produit il est tellement complexe qu'en fait, si tu as envie de te spécialiser sur une typologie de fonctionnalité, c'est tout à fait possible. Et toi, tu proposes quoi comme type de spécialisation? Eh ben, les 3. Évidemment. Évidemment, en fait, faut pas faire compliqué. Ça paraît logique, mais le plus populaire me semblerait être par vertical, non? Non, paradoxalement, c'est l'équipe qui en bénéficie le mieux, c'est l'équipe mid-market qui est spécialisée par produit, e-commerce et omnicanal. Okay. Et par contre, vertical, quand t'as les bons verticaux, je pense notamment à une de mes commerciales qui a beauté cosmétique, enfin santé beauté plus très exactement, c'est cartonne, parce qu'en fait les gens ne voyagent plus et t'as une réallocation des budgets historiquement loisirs dans la beauté santé qui est super forte, donc c'est un bon pari, tu vois. Plus ça doit être plus facile d'utiliser ces cas d'usage quand on traite que le même secteur, j'imagine. Tout à fait. Ou que le même produit, d'accord. Tout à fait. Et donc, moi, la première partie de mon taf, c'était structurer l'équipe, lui créer des rituels et lui donner une méthode. J'ai choisi le médic parce que c'est ce qu'on m'a appris dans le passé et que je trouvais ça efficace, que j'étais déjà formée.
Il y a plein d'autres méthodes sur le marché, qu'on se le dise. Medic était, du coup, Medpeak, j'imagine. Medpeak était pas déjà instauré chez PayPlug quand t'arrivais, c'est toi qui as apporté cette méthode. Il y avait un petit peu de Bant, mais c'est tout, quoi. Okay. Et on parle de Medpeak que pour les comptes stratégiques dans lesquels t'as un vrai paper process, sinon on parle de Medic. Et donc, en fait, je me suis créé des mid managers. Donc, j'ai une équipe SMB, Small and Medium Business, qui est gérée par un Head of Sales SMB. Et j'ai une équipe compte strat, qui englobe le compte strat et l'enterprise, qui est gérée par un Head of Sales. Okay. Et au milieu, j'ai le mid-market avec 2 collaborateurs qui sont spécialisés et qui me reportent en direct. Les Head of Sales ont effectivement des personnes dans leurs équipes. En complément de ça, j'ai créé la pratique d'avant-vente. Les pre-sales. Les pre-sales. Donc j'ai un Head of Pre-sales. En vrai, c'est hyper important sur des ventes complexes. Et c'est une de mes questions, tu le sais déjà, mais j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que c'est très important. Mais tu voulais peut-être avant me dire... ah non, c'est bon, tu me l'as déjà dit, comment est-ce que tes équipes étaient spécialisées, mais aussi les avantages de ça. Donc on peut revenir vraiment sur le rôle des pre-sales à fond. Ouais. Il y a plein de typologies d'avant-vente. Il y a des gens, tu sais, on dit SDR, BDR pour plein de choses différentes. En fait, ça correspond pas forcément à ça. Non. Que font exactement tes pre-sales et pourquoi est-ce que c'est très intéressant dans votre business model, notamment, je crois, d'un point de vue technique? Ouais. Pour t'expliquer ça, ça me permet de conclure en plus un peu sur la spécialisation. Mes commerciaux ne sont pas spécialisés par métier, ils gèrent l'intégralité du cycle de vente. Parce que la prospection isolée dans notre métier n'a que peu d'impact et pas suffisamment rentable pour avoir des BDR. En revanche, quand tu scales sur des comptes qui sont de plus en plus gros, t'as une demande d'expertise technique qui est hyper forte. Mes sales ne sont pas des techs. Et je ne leur demande pas d'être des techs. Mes sales peuvent perdre beaucoup de temps à se perdre dans des schémas d'archi, à aller chercher les bonnes infos, etc. C'est pour ça qu'on a créé la pratique d'avant-vente technique chez PayPlug, qui est une pratique que moi j'ai eue dans toutes mes boîtes tech d'avant MongoDB et tout quand. Donc vraiment le pre-sales. J'ai en plus la chance de bosser avec quelqu'un avec qui je bosse depuis 7 ans. Donc, que j'ai fait venir chez PayPlug. Tu peux dire son prénom. Il s'appelle Pierre. On fait une super dédicace. Voilà, c'est le Twitcher de l'équipe. Et tu l'as récupéré chez qui? Il bossait avec moi chez Toucan. C'est ça. Et donc, il m'a suivi. MongoDB, c'était un peu après. Il t'a suivi chez MongoDB aussi ou pas? Je l'avais fait rentrer dans le process de recrutement et mon ancien boss m'a dit, mais tu vas vraiment me dépouiller. Je me suis dit, ok. Moi, je me le garde pour la prochaine. Les presets s'adressent à quelle catégorie, de quelle segmentation en fait? Est-ce que vous... À partir du mid-market. Ok. Mid-market et compte strat. Très bien. Pour le mass market, leur boulot c'est de mettre à dispo, parce que avant c'était une personne et maintenant c'est une équipe. Pierre est en train de monter son équipe. En fait, c'est un peu des sales enablers, ouais. Ouais, mais il faut quand même beaucoup de personnalisation. Absolument. Un pre-sales est un vendeur avant tout, mais est un vendeur qui ne parle pas de prix. Donc là, j'ai pas mon super schéma à te montrer, mais je pense que je te l'avais montré quand on me préparait. Vraiment, le sales est en charge de la qualification, du début de création du deal. Un pre-sales n'interviendra jamais sur un besoin ad hoc d'un client si les premiers critères de qualification ne sont pas remplis, si on n'a pas de potentiel champion, de potentiel projet, une potentielle close date. Le pre-sales n'intervient que s'il y a un début de qualification qui a bien été réalisé, qui est formalisé par le sales et intervient sur des ateliers de faisabilité technique avec une restitution. Une fois que c'est fait, que la preuve technique a été apportée, le pre-sales sort et le sales fait sa propale, potentiellement sa négo et son closing. Le pre-sales est donc en charge d'animer et d'acculturer les équipes techniques du client. En général, les équipes qui sont rattachées à la DSI et à la direction financière pour les sujets d'expert comptable. Pour le mass market, le boulot du pre-sales, c'est de mettre à disposition du contenu en démo center, en fait, qui permettent de rendre le sales autonome et d'avoir accès à des démos de plus en plus poussées, sans forcément nécessiter une formation technique très poussée. Ça permet d'accélérer le cycle de vente, ça permet de siloter les rôles dans un cycle de vente, ça permet d'être à plusieurs sur un cycle de vente. Et franchement, quand t'es sur des power maps, où tu parles non pas à 1 ou 2 personnes, mais 5 à 10 personnes sur des deals un peu complexes, ça a beaucoup de sens. En fait, ça s'appelle pre-sales, mais c'est pas que ça vient avant la vente, hein. C'est parce qu'on pourrait croire, tu vois. Non, c'est vraiment avant la vente, quoi, mais avant la vente au sens technique. Absolument. Pierre, je peux passer à ma prochaine question? Absolument. J'ai vu que tu avais instauré des deal reviews entre managers, alors que sur cette émission, on a plutôt parlé de deal review manager-managé. Ouais. Mais vous faites du deal review entre managers. Ouais. En fait, moi, je trouve ça hyper intéressant c'est une pratique que j'ai prise de MongoDB, en toute transparence. Où en fait, sur les... Comme d'autres. Ouais. Mais c'est assumé depuis le début. Non, mais absolument. Sur les deal reviews, évidemment, t'as le manager, le manager, mais en fait, faire venir des managers de l'externe pour avoir un avis neutre sur des gens qui ne sont pas le nez dans le deal et les impliquer, en fait, pour prendre leurs idées, ressortir avec des plans d'action concrets, des choses auxquelles t'aurais pas forcément pensé, parce qu'en fait, t'es dans ton quotidien avec la personne que tu gères, qui gère lui-même son deal, ça a beaucoup de sens. Et donc, les managers côté partenariat, des managers d'équipe étendus, tu vois, ça peut être des ops, etc. Ok. Faut quand même avoir un peu de customer facing. Je vais pas faire venir un manager côté tech sur un deal review, mais par contre, des managers de l'organisation transverse pour avoir des idées un petit peu différentes et surtout une vision très réaliste et leur demander leur avis, en fait.
il s'est passé ça, ça et ça. Nous, on a le nez dans le deal. Toi, t'en penses quoi, tu vois. Et ça a beaucoup de sens, cette valeur. Je crois que vous utilisez dans tout le stack, on en a parlé tout à l'heure, un outil qui s'appelle MedicGPT. Ça pique ma curiosité depuis un moment d'entendre parler de ça et j'ai envie d'en parler concrètement. Ouais. Qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, notre stack d'outils, elle est assez complexe. C'est français en plus, je crois. Tout à fait. Ça a été créé par Vincent Coirier, qui est le VP Sales de chez Partout. Si tu ne l'as pas interviewé, je t'invite à l'interviewer. On les a déjà interviewés partout, malheureusement. Ah, okay. Il a développé un outil qui se base sur ChatGPT OpenAI, qui, en gros, est une forme de questionnement à ChatGPT, mais complètement dédié aux sales et dédié aux sales qui ont envie de parler de Medic. OK? Et qui s'intègre directement dans Slack, notre messagerie interne. Je pense que ça s'intègre dans d'autres messageries internes. On a un chan qui s'appelle MedicGPT, où en fait, on peut télécharger le transcript d'un call avec un prospect, on enregistre tout sur Mojo. Donc on a les transcripts directs. On peut poser des questions en donnant toutes les informations qu'on a sur un deal, et MedicGPT va nous sortir les gaps in knowledge, donc en gros ce qui nous manque à savoir pour pouvoir closer notre deal. Ça fait une petite année que c'est en prod, ça marche assez bien. Les sales, je parle de manière très différente. Salut mon petit ChatGPT. Quand ChatGPT, enfin quand MedicGPT leur dit que il leur demande trop de trucs pour signer le deal et qu'ils signent quand même le deal, ils viennent lui dire, mais du coup ça enrichit l'algo. Okay. Et donc en fait... vous avez votre propre algo MedicGPT? On travaille avec celui de Vincent, et on peut lui donner des critères pour qu'il se personnalise, nous, en tant qu'organisation. Exactement. Okay. Exactement. Mais en fait, aujourd'hui, c'est complètement intégré dans notre Slack, dans notre vie quotidienne. Et ça nous sort en quelques secondes les questions qu'on doit poser lors du prochain entretien. Quand ça commence à faire 3-4 fois que t'as vu le prospect, ça aide vachement. Ça va pas vendre à ta place, hein. Enfin, tu vois, est-ce que l'IA va remplacer les sales? La réponse est non. Pas tout de suite. Mais ça te permet quand même de défricher ton taf et de préparer ta qualif et tes entretiens avec ton prospect et avec ta power map au global, qui est quand même hyper efficace. Mais ça marche si et seulement si t'as les transcripts, t'as bien pris tes notes, etc. Le transcript, c'est un impératif. En fait, ça marche si ta stack d'outils préalable et robuste et que t'as bien toutes les infos. C'est intégré dans votre CRM? MedicGPT? Pas MedicGPT. MedicGPT, c'est dans la Slack. Mojo se déverse directement dans le CRM, par contre. Ok. Que Mojo et MedicGPT, eux, sont connectés ou vous devez... Non, à date, c'est des... Ouais, ils sont pas encore connectés. MedicGPT est un outil récent sur le marché. Je pense qu'on a fait partie des premiers users finaux. Il te sort ton Medic directement derrière aussi. Est-ce qu'il peut l'interpréter lui-même avec le transcript aussi? Il l'interprète totalement. Il en fait une interprétation. Vous avez des portes de sortie pour votre cycle de vente? Il aide à savoir si ces portes de sortie sont cochées aussi parfois? Absolument. Nous on appelle ça des deal blockers ou des exit criteria. Enfin, c'est exactement ça. Et donc en fait, ça tu peux évidemment enrichir avec, lui donner, et donc du coup il est capable de te dire attention, la potentielle exit criteria, tu vas perdre ton deal. Mais ça en fait aujourd'hui c'est valable aussi bien dans Mojo, la plateforme qui elle se déverse dans le CRM, que dans MedicGPT. MedicGPT, on le voit vraiment comme un outil réaliste. C'est un assistant, en fait. Ouais, encore plus qu'un assistant, c'est un outil de préparation. Enfin, vraiment qui te permet de les questions auxquelles t'aurais pas pensé et qu'il faut absolument reposer la prochaine fois que tu vas avoir un touchpoint avec le client. Très intéressant. Notre épisode sort donc le 10 juin, donc je rappelle à nos auditeurs qu'on a fait un webinaire sur l'IA dans la vente le 21 mai et que ce webinaire est disponible en replay sur notre chaîne YouTube et je le diffuserai sur Vive la Vente juste en format audio cet été pour pallier un petit peu au fait que on fera pas d'épisode cet été, vous le savez déjà. C'est la dernière question de cette deuxième partie plus spécifique pour nous, Camille. C'est une question qui m'a été suggérée par mon dernier invité, Samuel Alglav Agoucheri. Je lui avais dit que son nom de famille était compliqué à dire, il le sait. Qui est directeur régional chez Rexel et qui en a fait un super épisode, toujours un peu sur le monde du bâtiment. Le premier à subir et le premier à repartir. Et il avait une question pour toi, assez liée au monde de la tech que je vais passer dès à présent. Oui, j'ai une question parce que je suis très intéressé à titre perso sur le secteur de la tech et je suis toujours très curieux de savoir comment ils travaillent la rétention de leurs collaborateurs. Évidemment, il y a des images d'Épinal sur la bonne ambiance, le why, la façon dont on manage au quotidien ses collaborateurs, mais de façon tangible, entre guillemets, je serais curieux de savoir comment elle fait au quotidien, soit dans son management, soit dans ce qu'elle offre, humainement parlant, à ses collaborateurs pour être capable d'avoir de la rétention de bon niveau. Très clair. Oui, c'est vrai que souvent les profils peuvent être assez jeunes dans ce genre de boîte, mais je crois que ça a un petit peu changé ces dernières années. On sait que la vente dans la tech, en 2017-2018, on pouvait engager des dizaines de personnes et voir que finalement ces personnes n'étaient peut-être plus là 2 ans, 3 ans après. Ça a beaucoup changé. Ouais. Maintenant, les talents restent un peu plus longtemps. T'as un marché qui est plus tendu. Oui. Donc on essaie d'offrir des avantages, pas que salariaux, parce que les nouvelles générations elles veulent d'autres choses.
Qu'est-ce que tu fais, toi, pour Ouais. tes top talents? Je pense que tu l'as compris dans l'entretien. Mhm. Moi, j'ai pas trop de tabou. En fait, les commerciaux, faut les payer. Alors, non, mais, Spoiler alert. non, mais, vraiment, enfin, tu vois, c'est une discussion que j'ai très souvent avec mon boss, Nico. On n'a pas exactement la même définition, de la rémunération variable et de la gratification par la rémunération variable. Enfin, plutôt aligné sur le fond, mais, en tout cas, sur des montants, etc. J'ai relu, là, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines au Portugal, No Rules Rule de Netflix, qui met vraiment en avant le fait que les bons talents, pour les retenir, faut les payer sans trop se poser de questions. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des chèques pour acheter des collaborateurs. Attention. Je dis juste que des deals stratégiques et des dossiers que des commerciaux arrivent à faire atterrir, potentiellement, ils doivent être soumis à une rémunération qui est autre que celle juste qui est écrite dans le plan de compensation, des rémunérations exceptionnelles, basées sur de la qualité. Ça, je pense que c'est important, et je pense que c'est très important de se le dire dans le monde commercial. Ensuite, aujourd'hui, j'avais fait un épisode de podcast chez Vendu avec Laetitia Fall, je sais pas si voilà. On avait parlé management de la Gen Z, voilà. Très particulier. Donc, effectivement, c'est des gens qui cherchent des lieux de travail, qui cherchent du leadership, en fait. En fait, ils ont envie de se lever le matin et de voir des gens qui les inspirent. Ouais. Non, mais, vraiment, faut se le dire, quoi. J'ai pas du tout la prétention. Aussi, c'est comme ça. Absolument. Moi, je travaille pour le people. Et en fait, c'est vraiment ça le bout de mon truc, c'est que j'ai quitté des entreprises pour rejoindre des personnes. Aujourd'hui, si j'ai rejoint Bplug il y a 3 ans, c'est parce que Nico, je le connais depuis 6 ans, qu'on essaye de bosser ensemble depuis, que je me suis retrouvée en lui, qu'il m'inspire, qu'il m'apporte des choses au quotidien, qui me fait grandir et qui me fait évoluer. Bon, en fait, pour retenir des talents, faut être un manager un peu qui a du leadership, en fait, qui leur donne envie d'avancer et se tenir à ses rituels, être innovant, être créatif. Ça, c'est des choses qui sont, je pense, des standards et que tout le monde sait, mais je pense que c'est bien de se le dire. Moi, la manière dont j'arrive à retenir les gens, c'est en leur offrant des plans de carrière, en les spécialisant. Il y a un moment où t'arrives plus à leur apprendre quoi que ce soit, et du coup, là, tu sais que c'est fini. Pour l'instant, non, parce que je suis dans une boîte qui fait quand même pas mal de R&D et d'Inno, donc ça évolue en permanence. Et de croissance, ouais. Et j'ai déployé la moitié de ce que j'ai appris sur de la vente enterprise dans d'autres boîtes, par le passé. Donc ODB, Toucan, etc. Mais j'ai pas encore fini. Je suis partie de chez Bplug, j'ai eu la chance de partir d'une page blanche. Je suis partie de zéro, j'ai pu mettre ma méthode, j'ai pu mettre mes outils, j'ai pu mettre... Enfin, tu vois, c'est moi qui crée mon organisation, donc c'est, je pense, hyper rare, et c'est ce qui, moi, me fait rester, c'est que du coup, j'apprends tous les jours. Mais donc, du coup, ils apprennent avec moi. Il y a tout le temps des nouveaux recrutements, on ouvre des nouveaux secteurs, des nouvelles typologies de comptes, donc on arrive à les faire rester, et leur offrir des plans de carrière qui sont pas juste, si t'es fort, tu vas manager, mais qui sont, si t'es fort, on va pouvoir te senioriser, on va pouvoir te donner une dimension d'expert. Si t'es fort, on va potentiellement pouvoir te faire manager. Moi, je crois en la promotion et en l'évolution des talents. En fait, aujourd'hui, dans mes équipes, j'ai des gens qui sont là depuis plusieurs années, j'ai des gens qui sont là depuis moins longtemps, mais qui ont évolué, mais parce qu'en fait, ils sont bons, et moi, je trouve que ça envoie un signal très sain à l'organisation, de dire, cette personne est top performer, cette personne a des soft skills qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché par ailleurs. En fait, on la fait évoluer, on la met sur le devant de la scène. Et en fait, pour ça, il faut avoir une typologie de boîte qui donne à n'importe quel collaborateur la possibilité d'avoir l'impact s'il a des idées. C'est mon cas. Je pense que c'est moins le cas dans des très grosses boîtes beaucoup plus structurelles, mais c'est mon cas. Moi, je pense qu'il faut les faire gaper, les faire évoluer, leur donner des responsabilités. Je précise un truc, responsabilité ne veut pas dire management. Moi, c'est la carrière que j'ai pris parce que j'étais une bonne sales, on m'a dit « Hey, tu veux manager ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Je t'ai dit, les bons sales sont pas forcément des bons... Mais en fait, c'est aussi des bons experts, tu vois. C'est Dimitri et Maxime dans mes équipes, c'est mes 2 experts mid-market, un sur le e-commerce, un sur l'AMI. C'est des top guns. Est-ce que je pense que demain, ils vont avoir des équipes de 50 personnes chacun ? Bah peut-être pas. Mais par contre, aujourd'hui, la manière dont ils sont spécialisés et expertisés, ils sont trop forts, en fait. Et ils sont bien meilleurs commerciaux que moi, ils sont bien meilleurs commerciaux que Nico, notre CSO, tu vois. Chacun sa progression. Donc, offrir des plans de carrière, absolument. Trouver des people avec qui ça marche. Enfin, vraiment, je pense que c'est sous-coté, en fait, le fait de dire que quand tu fais passer des entretiens, même de commerciaux seniors, en fait, désolé, mais il y a un truc de fit et de matching des personnalités, de est-ce que ça va fonctionner et est-ce qu'on va se tirer vers le haut l'un l'autre, est-ce qu'on va s'apprendre des choses. Et en tant que manager, faut recruter des gens qui sont meilleurs que soi. Plan de carrière, ça se résumera donc comme ça. Je passe à mes 2 dernières questions parce que le temps file quand on s'amuse. Je vais oublier la question sur les outils parce qu'on en a déjà évoqué certains avec Molgo et Medic GPT. Je vais plutôt te poser mon avant-dernière question qui est: quelles sont les questions les plus utiles à poser en entretien selon toi? Ok, mes questions sont pas hyper originales, mais elles marchent toujours très bien. Qu'est-ce que t'attends de ton manager et de l'organisation pour être en trajectoire de succès? En général, les gens, pour gagner du temps, te répondent « Oh, c'est une très bonne question ». Mais en fait, ça... Moi, je dirais la transparence directe.
Ok, cool. Non, mais les gens ils disent pas ça. Tu sais. Non, l'autonomie, c'est le truc qui m'en le plus. C'est dingue. Mais en fait, du coup, c'est des réponses qui sont très standardisées. Très conçues en Parce qu'en fait, les gens se disent... Mon défaut, c'est d'être minutieux, etc. Exactement, du coup... Alors... Oui, je vous le donne, vous pouvez dire minutieux à la place de perfectionniste, mais croyez-moi, l'effet sera pareil. Alors, c'est pas quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Qu'est-ce que t'attends de l'organisation et de ton manager pour une trajectoire de succès? En gros, je suis en train de te dire, si je te donne les clés du camion, t'as besoin de quoi, tu vois? Enfin, t'as besoin de quoi pour signer, pour faire 150% de tes objectifs, et que je te paye comme ça, tu vois? Enfin, t'as besoin de quoi? Et en fait, là, tu vois les personnalités qui vont soit rentrer dans une track très standard de ah bah moi j'ai besoin d'autonomie, de feedback et de transparence. Je dis pas que c'est mal, mais je dis que ça correspond à beaucoup de réponses versus les profils qui sont un petit peu plus ingénieux et qui vont chercher des réponses. Enfin, j'ai déjà eu une réponse de bah moi mon objectif c'est de prendre ta place, donc j'ai besoin que tu t'en ailles. Mais en fait, c'est quoi? T'en penses ce que tu veux, mais fin. Oui, j'aurais pas suggéré cette réponse. Transparence me semblait plus agréable. C'est peut-être pour ça que je fais pas de la... T'en penses ce que tu veux, mais en fait, ça permet à des personnalités de se révéler, tu vois. Et cette question, elle marche pas mal. Et j'aime bien toujours les questions de projection, alors en fonction de la maturité des profils, mais concrètement, t'as envie de faire quoi dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Et en général, je me sers souvent de cet exemple de j'ai envie de prendre ta place pour mettre le... en disant, écoute, un jour, il y a un commercial qui m'a dit qu'il voulait prendre ma place. C'est quoi ton objectif en arrivant dans cette boîte? À plus un an, en plus 24 mois. Classique, mais en rajoutant une petite touche perso et avec une blague, ça marche très bien. Tu l'as embauché, le commercial qui a dit qu'il voulait prendre ma place? Dans mes équipes actuelles. Il n'a pas pris ma place. On s'entend très bien. Pour le moment. Est-ce que tu as, dernière question de cette émission, des recommandations culturelles à nous faire pour mieux performer? Entre autres, bien sûr, tu parlais de No Rules Rule, je pense que j'ai parlé. Alors, moi, je suis une femme dans le monde de la tech, donc bon, forcément. Et de la vente. Ah, c'est donc toi la femme qui est dans le monde de la tech. Et c'est moi. Donc, c'est toujours... En fait, les lectures et les références culturelles, elles sont... Je suis un peu féministe, mais je suis pas non plus hyper engagée, mais quand même. Mais elles sont quand même souvent très J'ai vu que tu faisais partie du Women's Sales Club qui faisait un super podcast avant. C'est dommage, elles ont arrêté de faire le podcast. Je savais même pas qu'elles avaient fait un podcast. Elles ont fait un podcast en 2024, entre à peu près mars et décembre. Elles ont pris l'une de mes invitées, d'ailleurs, elles ont bien fait, Hélène Delannoy de Adobe, qui est une super vendeuse. Mais je pense qu'en fait, c'est difficile de trouver beaucoup de femmes qui peuvent parler. C'est difficile. Je sais de quoi je parle. donc, je pense que c'est ça. C'est super dur, mais du coup, je conseillerais quand même, je conseillerais Lean In de Sheryl Sandberg pour toutes les nanas, et pas que les nanas, qui veulent bosser dans un monde d'hommes, que ce soit la tech, que ce soit la vente, que ce soit le bâtiment, t'en parlais tout à l'heure avec ton invité présent. Lean In, en avant tout, en français, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est pas mal. Et moi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc j'écoute beaucoup Vendu de Laetitia, que je citais tout à l'heure. J'aime beaucoup Guerre de Business, qui compare des marques. J'adore. C'est trop chouette. J'adore. C'est hyper cool, ça me donne tout le temps d'idées. C'est un vieux podcast. C'est très tradit, ouais, absolument. Ça, je kiffe. Et sinon, au-delà de citer des livres et des podcasts que tout le monde connaît probablement, moi, je pense que sa référence culturelle, faut se la créer. Je pense que c'est hyper important d'avoir des mentors. Moi, personnellement, j'en ai 3, qui sont des gens avec qui je travaille ou avec qui j'ai travaillé, que j'ai gardé dans ma vie professionnelle, que j'appelle très régulièrement. C'est dur à trouver, et c'est que des hommes, spoiler. Mais je pense que c'est dur à trouver, mais je pense que c'est essentiel et sain pour toujours se remettre en question. Dans le sales, tu peux vite te perdre dans putain, je suis trop fort, je fais que des closings, en fait, c'est moi le plus fort, etc. Je caricature, mais pas tant que ça, tu vois. Comme c'est toi qui viens toucher... Le fameux shark. Mais ouais, c'est toi qui viens toucher au business de la boîte, et en plus, tu gagnes de l'argent pour ça, tu vois. Donc, en fait, si t'as un cercle un peu vertueux qui marche bien, en fait, tu peux rapidement un peu prendre la grosse tête. C'est pas péjoratif, ça m'est arrivé, enfin voilà. Mais en fait, c'est important d'avoir des mentors aussi pour te ramener un peu à la réalité, te rappeler les deals que t'as perdus, te donner des conseils sur comment rester humble. Je pense que c'est hyper important. Et donc, en complément des références culturelles, le mentoring, c'est hyper important. Merci beaucoup, Camille. Plaisir. Je pense que tu auras fait preuve d'un certain leadership et mentoring dans cet épisode et j'espère que tes conseils auront aidé les gens. Peut-être qu'il y en a qui vont te contacter sur LinkedIn pour te demander encore plus de conseils. Merci d'avoir ouvert le capot de ta machine de vente, qu'on parle de segmentation, de l'évolution aussi finalement des secteurs, de l'économie en elle-même, parce que ça montre bien que vous insérez dans une part très importante de ce que l'on connaît, la digitalisation évidemment de tout. J'espère qu'on pourra un jour reparler de Medic GPT parce que c'était très intéressant. Donc, merci Camille pour toutes tes réponses. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et je vous invite à nous laisser une note et un commentaire si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, vous le savez. Et je vous laisse comme d'habitude avec le nom de cette émission. Vive la vente et à bientôt.